Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis François Libercé, DE Escalade et ancien psychopraticien. L'escalade est pour moi bien plus qu'un sport. C'est une activité qui a énormément façonné qui je suis aujourd'hui. C'est un espace d'expression, de transformation personnelle, une manière d'aller à la rencontre de moi-même et de me dépasser. Aujourd'hui, je mixe mes compétences de professionnel de l'escalade et de thérapeute pour coacher les grimpeuses et les grimpeurs dans toutes les dimensions de la pratique, mais principalement sur les aspects émotionnels et mentaux. Dans ce podcast, je vous parlerai bien sûr d'escalade, de préparation mentale et de psychologie au service des grimpeurs, mais aussi de bien-être, de développement personnel et de performance. Bonne écoute à tous. Salut François. Bon, comme je l'avais dit, donc on avait le projet tous les deux donc de faire une petite visio, une petite discussion, encore et toujours sur l'impact du mental, sur l'impact de la psychologie sur la performance. On en avait déjà pas mal parlé ensemble et on s'est dit, mais au lieu de papoter comme ça dans notre coin, on va s'enregistrer parce que peut-être que ce qu'on raconte, ça peut intéresser d'autres personnes. Je vais moi me représenter dans un premier temps. Je laisserai Lucien se présenter après. Donc moi je suis DE Escalade. Je suis aussi ancien psychopraticien. Aujourd'hui donc je travaille essentiellement dans le domaine de l'escalade et ma passion et mon domaine un peu plus de prédilection, c'est de travailler sur le potentiel humain. Donc, je travaille beaucoup effectivement sur la préparation mentale, mais aussi toutes les techniques qui peuvent permettre à un être humain d'être plus heureux, d'être plus performant, en l'occurrence en escalade. Donc, j'explore pas mal d'autres, on va dire, pratiques annexes. Ça va de la méditation, les techniques d'hormèse, enfin bref, vaste domaine. Donc aujourd'hui avec Lucien, on va échanger sur l'impact donc de nos croyances, l'impact du mental sur la performance des grimpeurs. Juste avant de te laisser te présenter Lucien, donc ce que je voulais dire aussi, donc c'est qu'on se connaît maintenant depuis combien de temps on se connaît? Ça fait 16 ans à peu près, je pense qu'on se connaît, voilà. Plus de 15 voilà, ans. Il y a à peu près 15-16 ans ou même peut-être 17 ans, j'ai travaillé donc un an dans le club à Montauban, dans lequel Lucien, lui, s'entraînait. T'étais quoi, au collège, au lycée? J'étais au collège. Voilà, donc on s'est rencontrés comme ça, et ça a tout de suite bien matché entre nous. Lucien avait évidemment pas le permis et il était déjà mort de faim. Il avait envie d'aller grimper en falaise et donc on s'est beaucoup retrouvés sur la pratique de la falaise et voilà. Donc il venait souvent me voir au début quand j'habitais dans les gorges de l'Aveyron, puis après en Ariège et on a pas mal grimpé ensemble à cette époque. Voilà, mais c'était. C'est sûr que ça pouvait difficilement ne pas matcher entre moi et quelqu'un qui était motivé pour aller en falaise et qui avait le permis, quoi. C'est ça, mais ce que je note aussi quand même de l'époque, c'est nos discussions déjà, nos réflexions et nos discussions jusqu'à point d'heure autour de l'escalade et de toutes les. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que je m'en souviens de certaines encore. Certaines discussions, je m'en souviens assez précisément, ça fait plus de 15 ans. Et 15 ans plus tard, si on se retrouve autour d'une table après un bon repas, on peut encore continuer à papoter jusqu'à très tard dans la nuit. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et donc, écoute, même si tu es une star de l'escalade, je vais quand même te laisser te présenter un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, une star, tout est relatif, hein. Mais c'est vrai que j'ai fait mon bonhomme de chemin. Et en fait, moi, si je devais me présenter, je dirais que j'ai une double casquette. J'ai une casquette de journaliste. Je suis rédac chef de Grimper Magazine. Et une casquette de grimpeur que je dirais acharné, où j'ai une sorte de spécialité pour les voies dures après travail en falaise. Je ne suis pas un très bon grimpeur de salle ou quoi.
il ne faut pas croire que je ne vais pas me qualifier comme grimpeur de haut niveau, je vais me qualifier comme grimpeur de haut niveau dans un domaine particulier de l'escalade qui est le après-travail en falaise. Et je suis particulièrement acharné et motivé dans ce domaine-là. Donc, double casquette, journaliste grimpeur. Ouais, ok. Bon, après, le haut niveau passe souvent par une spécialisation, de toute façon. Oui, mais après, pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de grimpeurs qui sont... Il y en a qui sont très spécialistes d'un truc, mais il y en a quand même pas mal qui vont être forts dans un peu tout, quoi. Qui vont être très forts en bloc, très forts en falaise, forts en à vue. Les compétiteurs, par exemple, en général, ils sont forts en tout. Les forts compétiteurs, ils sont assez forts en tout. Et c'est pas la réciproque est pas vraie, quoi. D'accord. Donc, le sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu voulais dire d'autres choses un peu pour te présenter d'ailleurs avant de... Non, pas de. Non, juste confirmer qu'en effet, on se connaît depuis longtemps et j'ai passé pas mal de temps chez toi en Ariège. Souvenir heureux à l'époque où vous n'avez pas le permis avec mon frère. Et c'est vrai que c'est marrant d'y penser, ouais. Ouais. Et voilà. Voilà, et du coup, donc le sujet d'aujourd'hui, on a voulu échanger tout. En fait, on a eu cette idée lors d'une discussion où on échangeait sur donc l'impact du mental sur la performance. Et donc, je présentais à Lucien le concept d'effet Bannister dont j'ai parlé donc dans mon podcast numéro 3. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et lui, en fait, ça a tout de suite, on va dire, allumé une petite ampoule dans son cerveau en rapport au premier 9 ans en escalade. Donc, je vais te laisser peut-être un petit peu parler de ça dans un premier temps, pourquoi cet effet Bannister et pourquoi ça a pu t'amener à, comment dire, ça a amené du blé à ton moulin, en tout cas, c'est venu rajouter quelque chose dans la boucle de réflexion que tu avais sur ce sujet-là. Ouais, c'est à l'origine de l'idée de cette discussion. Peut-être avant ça, juste en 3 mots, est-ce que tu pourrais rappeler pour moi déjà, et puis pour les gens qui pourraient écouter, ce que c'est l'effet Bannister, sans redévelopper autant que tu l'as fait la dernière fois, mais en 3 mots qui n'est pas à retourner chercher dans l'autre podcast. D'accord. L'effet Bannister en 3 mots. Alors c'est un concept qui est bien connu donc dans le milieu de la psychologie de la performance. C'est pas un concept qui a émergé suite à des expériences, à des réflexions de chercheurs. C'est un concept qui a émergé suite à un événement. Alors pour faire simple, grosso modo, on est après la guerre dans les années 50 et il y a un consensus médical, un consensus scientifique par rapport à l'athlétisme et au fait de pouvoir courir le miles en moins de 4 minutes. Pour rappel, un mile, c'est 1 km 609, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les médecins de l'époque disaient qu'on ne pouvait pas, humainement, le corps n'était pas fait pour pouvoir courir un miles en moins de 4 minutes. Voilà. Donc, en fait, l'idée de l'effet Bannister, c'est que voilà, il y a une croyance collective, une croyance populaire, là, qui est en plus énoncée par une figure d'autorité, qui sont donc les scientifiques, les médecins. Et donc, cette croyance va opérer comme une chape, comme un plafond un peu de verre, comme un mur. Et finalement, personne n'arrivera à, arriver à dépasser cette barre des 4 minutes. Et finalement, en 1956, donc je vais un peu vite, mais en 1956, il y a un homme qui y arrive. Alors, on pourrait expliquer pourquoi, le contexte et ce qu'il a vécu juste avant, ça pourrait peut-être être intéressant. Est-ce que j'en parle ou pas? Non. Non. Bon, voilà, bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va réussir à passer légèrement sous le cap des 4 minutes. Donc, il va être à 3 minutes 59 et quelques poussières. Mais, donc, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est qu'à partir du moment où il va réussir à passer sous la barre des 4 minutes et sans mourir, puisque finalement les chercheurs disaient non, mais il aura forcément les médecins disaient c'est pas possible physiquement, ça risque d'endommager le corps. Donc comme il y arrive et que tout se passe bien pour lui, derrière, ce qui est intéressant, c'est que il y a plein d'autres athlètes qui vont réussir à battre ce record et même à battre son record. Donc, en fait, il va juste simplement, avec ses 3 minutes 59, faire tomber une barrière mentale. Et derrière, il y a plein d'autres sportifs qui vont réussir très facilement, finalement, sans trop de difficultés, à le battre
même à battre donc le record de Roger Bannister. Donc c'est le nom de l'effet Bannister vient de cet athlète, donc Roger Bannister. Ok, et ben ouais, c'est l'histoire telle que je me l'ai rappelé la première fois que tu m'en as parlé. Et moi, en fait, comme tu dis, il y a une lumière qui s'est allumée quand j'ai entendu ça. Et on va dire que mon sang a fait qu'un tour parce que ça m'a fait penser à ce qui s'est passé ces dernières années avec le 9 à bloc. Alors, pour ceux qui n'ont pas trop suivi les actualités et tout ça, allez, on va dire à partir de 2020, depuis les années 2020, il y a eu ce qu'on pourrait appeler une banalisation du 9 à bloc. C'était considéré comme une performance auparavant qui était aux limites des capacités humaines. Il n'y avait pas de consensus scientifique ou quoi que ce soit, mais la croyance générale était bien là. Et depuis 4-5 ans, les performances en 9 à bloc se sont multipliées et maintenant, à tel point que avant 2020, un 9 à bloc, déjà il n'y en avait qu'un. Donc voilà, il n'y avait que celui de Nalé Ukataival. Un 9 à bloc, c'était une performance historique pour l'escalade qui aurait pu légitimer un film entier, des news, des couvertures de magazines et tout ce que vous voulez. Et c'est passé à, il y a plus de 10 grimpeurs, il y a une quinzaine de grimpeurs qui ont réussi ces performances-là. Maintenant, pour exister au plus haut niveau mondial en bloc, il faut faire un 9 à bloc. Ben, ça s'est complètement banalisé. C'est pas banal comme perf, tout le monde ne peut pas en faire. Mais c'est devenu une performance de haut niveau standard pour l'escalade. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que personne n'a compris en fait la révolution du 9 à bloc. Nous, on avait fait un article pour dire à quel point le débat est prégnant. On avait fait un article dans Grimper, alors je ne sais plus le numéro, je pourrais le retrouver, où on avait fait des hypothèses pour comprendre la révolution du 9 à bloc, pour comprendre comment c'est passé de quasiment impossible aux limites des capacités humaines à il y a pas mal de grimpeurs capables de faire ça et tout ça. Et ouais. On avait fait pas mal d'hypothèses et la conclusion, c'était que il n'y en avait aucune qui était parfaitement satisfaisante. Il y avait des bribes il y avait des bribes de réponses et tout ça, que peut-être qu'une conjonction de toutes ces hypothèses pouvait expliquer ça, mais il n'y avait rien qui permettait d'être au clair avec ça. Comment c'était possible que les meilleurs grimpeurs du monde faisaient du 8C, tout juste du 8C+, et que 10 ans plus tard, il y a une foule de gens capables de faire ça, qu'il y en a plein qui font du 9A et tout ça. Rien ne permettait de l'expliquer vraiment bien. Et c'est vrai que ça m'y fait beaucoup penser. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement ce que tu décris avec l'effet Bannister, qu'il y a un verrou psychologique collectif qui a sauté avec cette histoire de 9 à bloc. Après, si tu veux, on peut rentrer un peu plus dans les détails des hypothèses, pourquoi elles ne sont pas parfaitement satisfaisantes et tout ça, mais voilà. Si tu veux, ouais, tu peux les présenter, mais ouais. Moi, j'ai deux, trois choses là pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à ce qu'on s'était dit, mais présente d'abord les hypothèses peut-être. Voilà. Par exemple, pour le dire, c'est vraiment quelque chose qui revient sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les discussions et tout. Les gens, vraiment, ils comprennent pas quoi. Pourquoi, personne ne comprend vraiment pourquoi c'est le 9, le 9 à bloc, c'est autant banalisé. Il y a un côté mystérieux. Et souvent, les gens ils disent mais non, mais c'est juste que maintenant, les 9 à bloc, c'est probablement des faux 9 à bloc ou peut-être que les grimpeurs sont plus forts ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Physiquement, les grimpeurs, ils sont un peu plus. En fait, les grimpeurs, par exemple, ils sont un peu plus complets, un peu plus polyvalents, mais ils sont pas plus forts. Ou alors, beaucoup de 9 à bloc existants sont des extensions de 8C qui existaient déjà. Donc, ça veut bien dire qu'ils sont beaucoup plus durs. Ça peut pas être. Il n'est pas question de dire c'est des blocs qui sont pas réellement difficiles, on a juste décidé de mettre 9A. C'est des blocs qui rallongent des blocs durs déjà existants, des 8C déjà existants. On prend The Return of the Sleepwalker, on prend Big Island, Soudain Seul et tout ça. Donc, on prend Defying Gravity et tout ça. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose.
qui est soit d'ordre un peu mystérieux, soit d'ordre psychologique. Soit il y a un verrou psychologique collectif qui a sauté, en fait. Et je pense que c'est une hypothèse qu'on n'avait pas mis, en fait, nous, dans nos hypothèses à l'époque de l'article. Et je pense que c'est peut-être c'est peut-être la plus valable d'entre toutes. Alors, ouais. Alors, j'ai plein de choses pour rebondir sur des choses qu'on avait déjà évoquées ensemble, peut-être dans un deuxième temps, mais là, du coup, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est finalement, ils sont pas forcément meilleurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ils ont accès à plus de potentiel. Il y a un potentiel qui était là, mais un peu dormant ou pas totalement utilisé. Et il y a différents facteurs qui ont permis d'activer un peu plus ce potentiel. Ça, évidemment, moi, ça me passionne. C'est un peu mon sujet de prédilection. Et je trouve que l'escalade est passionnant sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on est quand même souvent, quand on débute l'escalade, et puis même des grimpeurs de très haut niveau, vont travailler sur augmenter leur physique, augmenter leurs compétences, leurs capacités. Mais finalement, il y a tout un pan qui est souvent laissé de côté, qui est le fait d'optimiser, en fait, de gagner en efficacité. Des fois, je dis dans le grimper juste. Et dans cette histoire de grimper juste, bon, évidemment, quand vous travaillez les voies, c'est ça que vous faites aussi, c'est que vous allez, optimiser à 100% votre grimpe. En fait, dans une voie lambda, ça va de la manière évidemment de tenir une prise des fois, on le sait très bien, hein, modifier la posture de son bassin de 5 mm, ça peut tout changer hein, dans un niveau extrême. Bref. Donc moi, tout ça, c'est ce qui me passionne, évidemment. Et donc là, a priori, dans ce que tu dis, évidemment, c'est vraiment l'optimisation ou en tout cas l'accès à un plus grand potentiel. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment finalement on peut se retrouver à bloquer l'accès à ce potentiel. C'est plutôt comme ça que je pose les choses. Finalement, on a tous un potentiel. La question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que vous pensez être déjà, en vous prenant tel que vous êtes maintenant, avec vos compétences, vos ressources physiques, vos ressources, etc., techniques, etc., est-ce que vraiment vous exploitez complètement votre potentiel ou pas? Et donc, on va sur quelque chose de très différent. On va pas. Je dis pas qu'il faut pas continuer à s'entraîner, à développer de la force, à développer, bon, bref, tout un tas de facteurs très importants. Mais est-ce que déjà, j'utilise bien ce que j'ai, en fait? Bon, là, on peut rentrer dans les détails, mais pour revenir à ce que tu disais, donc, j'aimerais juste citer une expérience qui est très, très vieille, qui date des années 50, dont je parle dans mon podcast, mais pour ceux qui nous écoutent, pour bien enfoncer le clou sur la puissance du mental sur la performance. Et je pense que tu la connais pas, on n'en a pas parlé. C'est un Américain, donc un psychologue américain, je crois, qui s'appelait Richter, qui a fait des expériences sur les rats. Donc c'est pas joli comme expérience, mais il s'est amusé à prendre des rats, à les mettre dans des tubes pleins d'eau, des tubes en verre pleins d'eau, desquels ils ne pouvaient pas sortir. Donc, il y avait deux groupes de rats. Il y a un groupe, donc il a laissé se noyer en mesurant le temps qu'ils allaient pouvoir survivre dans l'eau avant de se noyer. Et il y a un deuxième groupe qui, juste avant la noyade, il les a sortis de l'eau, il les a un petit peu séchés, il les a, entre guillemets, réconfortés, et puis il les a rebalancés dans l'eau. Et il a remesuré le temps, et là, il les a laissés jusqu'à la noyade. Il a remesuré le temps donc entre la deuxième fois où il les remet dans l'eau et le moment où il meurt. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé. J'en parle donc dans mon podcast numéro 3. Je m'en souviens, ouais. Pour vous donner une idée, en gros, les premiers, ils tiennent 15 ou 25 minutes et les autres, ils s'accrochent à la vie pendant peut-être 40 ou 60 heures. Alors, peu importe si mes chiffres ne sont pas justes, mais l'ordre d'idée, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on ne va pas gratter le sujet, mais on voit comment finalement, les deuxièmes rats ont espoir d'être sauvés. Et donc, on voit comment cet espoir va les faire s'accrocher à la vie, mais va clairement améliorer leur performance. Bref, je ferme la parenthèse, mais c'est pour voir comment, en fait, une petite chose aussi simple on peut se dire, si on fait la première expérience, on se dit, bon, ces rats, finalement,
Bon, ben voilà, un rat, c'est pas très, ça se noie vite dans l'eau, ça n'a pas beaucoup de force, ça s'épuise vite. Et puis, ben non, les mêmes rats, en fait, si on modifie légèrement quelque chose dans leur psychologie, on obtient des résultats. Alors, il y a peut-être un type que vous connaissez, que la plupart des gens qui nous écoutent et que toi évidemment connaissent, c'est Dave Graham. Qui Ouais. pourrait, alors encore une fois, alors je contourne, tu me demandais, enfin tu disais que ça pouvait être intéressant de savoir quels étaient les, comment dire, les éléments bloquants. Bon là, je vais encore parler à l'inverse d'un élément débloquant. Mais bon, voilà. Il y a peut-être, je pense qu'un personnage clé qui n'a pas fait de NAFA, mais un personnage clé qui peut expliquer la révolution du 9e degré, Ouais. ben, c'est Dave Graham. Dave Graham, la plupart des premiers NAFA, c'est des projets qu'il avait vus, qu'il avait essayés, où il était déjà persuadé que c'était possible. Par exemple, Alphan en Suisse, il avait déjà essayé, voilà. Et il a une philosophie de l'escalade qui n'est pas basée sur l'entraînement physique. Il ne fait pas de salle, il ne fait pas d'entraînement spécifique et tout ça, ou peu. Voilà, il en fait peu. Et par contre, il se confronte au caillou avec une doctrine qui est il y a forcément une solution. Je suis suffisamment fort pour réussir. Il faut juste que je trouve cette solution pour moi. Il se dit jamais qu'il n'est pas assez fort. Ça n'existe pas. Et en fait, avec cette méthode, il a développé des méthodes, enfin, il a réussi des blocs grâce à des séquences, des méthodes ultra ingénieuses. Il a réussi des trucs où tout le monde aurait pu jurer qu'il n'en était pas capable parce que pas assez fort. Et je pense que dans la tête de beaucoup de grimpeurs forts qui ont vu à quel point ils étaient plus forts physiquement et techniquement, enfin plus forts grimpeurs de prime abord que Dave Graham, ils se sont dit ce mec fait du 8C+, c'est pas possible. Je suis, alors je parle pas pour moi parce que moi je suis pas plus fort que lui, mais que des Simon Lorenzi, des Sean Rabutu, etc. Je pense qu'ils se sont dit on peut pas être nous aussi bloqués 8C+, c'est pas possible. Et si le fait de voir ce gars-là qui évolue au même niveau qu'eux, tout en étant énormément moins fort, peut-être que ça les a aidés parce qu'ils se côtoient tous. Et ils l'ont vu, et c'est connu que Dave Graham, il est plus ingénieux, il réussit des trucs qui, en apparence, dépassent son niveau et tout ça. Et je pense que Dave Graham pourrait être un artisan de la révolution du 9e degré, n'en ayant pas lui-même fait. Je pense que ça c'est possible. Et ça me fait penser à... C'est un peu le rat qui s'est débattu et qui a montré aux autres que... Alors, aux autres rats qu'on pouvait se débattre, quoi, dans l'image, tu vois. C'est ça, mais en fait, tu viens d'expliquer une grosse part de la préparation mentale, c'est-à-dire que tu dis, en plus, tu as employé le mot doctrine. Et donc, quand on parle de doctrine, on parle d'endoctrinement. Et donc, ça peut avoir un caractère négatif, mais le concept d'endoctrinement, c'est finalement le fait d'avoir une certaine foi, de croire quelque chose, voilà, et de penser que finalement, la croyance devient la réalité. C'est-à-dire et c'est bien la différence entre une pensée et une croyance. C'est comme ça que je la définis, moi. Une croyance, c'est une pensée qu'on prend pour la réalité. Et donc, ça devient vrai pour nous. Je fais une parenthèse. Ouais. Évidemment que il prend ce postulat-là, cette croyance que tout ce qui lui fait face, il est suffisamment fort et qu'il a juste une solution à trouver. Ouais. Évidemment que c'est pas vrai. Évidemment que, bien sûr, il y a des moments où il n'est pas assez fort. Mais le fait d'avoir cette croyance l'aide. Et à l'inverse, il y a la doctrine inverse qui existe, c'est plutôt l'ambassadeur, c'est plutôt Alex Megos. C'est si j'y arrive pas d'excuse. Je suis trop faible. Pour repartir m'entraîner, il faut avoir l'humilité et tout. Et là, tu construis des cyborgs avec ça. Tu construis des machines. Et ça a son avantage aussi. Tu construis des gars qui sont vraiment très forts et tout ça. Et c'est des doctrines opposées. Après, si tu es un grimpeur intelligent, tu prends ce qu'il y a à prendre dans chacune des deux. Mais Alex Megos, son mantra, c'est il n'existe pas, il n'y a pas d'excuse, seule la faiblesse existe. Et Dave Graham, il n'a pas de mantra, mais on pourrait faire le mantra inverse. Je suis suffisamment fort, il faut juste que je trouve la solution.
Mais pour moi, alors de mon point de vue, en fait, Donc c'est bien des doctrines. Pour en finir, je faisais la parenthèse, c'est bien des croyances. Ça n'a aucun fondement. Bien sûr qu'il y a des excuses qui existent et que la faiblesse n'est pas la seule explication. Et c'est des sortes de croyances, de doctrines destinées que tu vas sur un plan utilitariste qui vont te servir à être plus fort. Ouais, ben c'est sûr. La question enfin, qu'on peut se poser, c'est finalement avec quelle croyance je fonctionne ou quelle croyance je décide d'adopter pour fonctionner dans la vie et pour fonctionner en tant que grimpeur et pour fonctionner en tant que performeur. Alors, de mon point de vue, elles sont pas opposées. Mais ce que j'entends dans le fait les antagonistes, enfin, le fait qu'elles soient opposées pour toi, c'est qu'il y en a un, finalement, il est face à un problème et il se dit, je vais forcément trouver la solution. Je vais trouver une combine qui va me permettre d'optimiser et d'y arriver. Et l'autre, il se dit, non, je vais pas m'acharner, je vais pas faire 200 essais. Je vais retourner en Allemagne, m'entraîner spécifiquement dans mon laboratoire, spécifiquement pour la difficulté. Et quand je vais revenir en trois essais, je la déglingue. Alors, du coup, du point de vue de l'entraînement et du comportement derrière, effectivement, ces doctrines, ces croyances, elles sont différentes, mais elles sont pas si différentes du point de vue, de mon point de vue, elles sont pas si différentes dans le sens où, dans tous les cas, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle un mindset de croissance, c'est-à-dire ils sont dans une forme d'optimisme, c'est-à-dire je vais y arriver, mais je vais pas me donner les mêmes moyens. Il y en a qui, c'est les chemins utilisés. Mais fondamentalement, c'est un mindset de croissance, puisqu'ils disent je vais y arriver, je vais trouver, je vais mettre en place des moyens ou une solution qui va me permettre d'y arriver. Mais qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'est pas. Et puis, comme je disais, si tu es un peu malin, même si tu vas avoir des tropismes, tu vas forcément être plus attiré d'un côté ou de l'autre. Ouais. Mais si tu es un peu malin, tu perçois l'intérêt de chacune des deux et tu switches d'un mode de pensée à l'autre suivant la situation. C'est ça. Mais ouais. Mais ce qui est intéressant avec Dave Graham, mais bon, je connais moins Alex Megos, mais j'aime beaucoup Alex Megos aussi. C'est quelqu'un que j'admire et qui peut m'inspirer. C'est pour revenir à Dave Graham, c'est cette idée. Donc du coup là, si je m'adresse un peu aux gens qui nous écoutent, cette idée que finalement la croyance qu'on a, elle va déterminer notre comportement. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même programmé, nous les êtres humains, pour être fidèle à ce qu'on croit. Donc clairement, si je crois que je peux pas y arriver, si je crois que c'est pas possible pour moi, il est très fort possible que je n'ai pas de surprise, c'est-à-dire que je n'y arrive pas. Oui. Les bonnes surprises sont rares, en fait. Où, en fait, parfois, on pense être surpris, mais dans un coin de notre esprit, on avait quand même un petit espoir d'y arriver. Donc voilà, il y a cette idée c'est ce que je dis dans l'épisode 3, je vois ce que je crois plus que je crois ce que je vois. C'est-à-dire la réalité que je vis, les comportements que je vais adopter vont chercher à être fidèles à ce que je crois. Et donc, pour la haute performance et les niveaux extrêmes, je trouve que là, Dave Graham nous enseigne vraiment. Alors, bien sûr, il y a des limites à son fonctionnement, mais je pense que tu dis oui, il y a plein de fois où il n'y arrive pas. Et moi, je reprends les choses dans l'autre sens. S'il n'avait pas ce mindset-là, il y a plein de blocs qui n'auraient pas réussi, clairement. C'est invraisemblable. La liste de croix de Dave Graham, relativement à son niveau de force, il est pas faible. Mais si on met en regard sa liste de croix et son niveau de force, c'est invraisemblable. C'est ça. C'est invraisemblable. Il optimise à fond, quoi. Ouais, il optimise, il est là, il est sur le front, il cherche des méthodes, il attend les condits, il trouve des solutions. Et puis, ouais, il est ingénieux, quoi. Voilà. Et en tout cas, je pense que lui, au moins, peut-être même plus que Nalé, Lucas Teival, qui a fait le premier 9 à bloc, Dave Graham a été presque plus je veux dire, un élément libérateur pour cette débloquant, pour faire sauter le verrou psychologique. Parce que Nalé, qui a fait le premier 9 à bloc en 2016, il avait mis beaucoup de temps à le faire, il était considéré comme le plus fort, il avait des qualités, tout le monde savait qu'il avait des qualités hors normes et tout ça. Et ça n'a pas trop aidé finalement à ce moment-là à démystifier le truc. Quand Nalé a fait son 9 ans, on s'est dit ah ouais, il a fait la perf du siècle, quoi. Il a fait son truc, ça lui a mis 4 ans de travail, et en plus il était le plus fort, il avait déjà réussi tous les autres blocs les plus durs de la planète et tout. Du coup, ça n'a pas trop
ça n'a pas trop fait cet effet de ah ouais, si lui l'a fait, d'autres peuvent le faire et on va se débloquer. Et le fait est que la révolution du 9e degré est arrivée un peu plus tard. Arrivée vers. Vraiment, c'est 2020, c'est la charnière où il s'est mis à y avoir des foules de 8C plus blocs, le 9A, plein de grimpeurs dans le 9A et tout ça. Ouais, ben revenons du coup un peu effectivement à nos moutons, à ça. Ouais. Moi, je t'avais dit, est-ce que finalement, alors le problème qu'on avait vu un peu ensemble, c'est la subjectivité des cotations. C'est-à-dire que si je reviens à mon effet Bannister, Oui. bon ben là, il y a des arbitres officiels quand il a fait sa course, et puis à chaque fois que ça a été validé, ça s'est fait dans un cadre hyper officiel avec des chronomètres précis, etc. Donc il n'y a pas de discussion possible. Le problème avec l'escalade, ce que je t'avais dit, c'est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement une subjectivité. Enfin, il y a une subjectivité dans la cotation, évidemment. Mais c'est ce qui avait amené aussi, pour moi, éventuellement, un deuxième biais, on va dire psychologique, enfin, un deuxième effet dans ça. C'est-à-dire que, étant donné que là, pour notre effet Bannister, par exemple, ou si c'est du saut à la perche, par exemple, bon, ben, j'y arrive pas, quoi. Il n'y a pas de discussion possible. Là, annoncer un premier 9A, bon, même si on s'est filmé, qu'on peut valider le fait qu'on a réussi l'ascension, il y avait, entre guillemets, avoir le cran de dire ouais, j'ai fait un premier 9A. Et on avait pu dire que finalement, dans l'histoire de l'escalade et même la montagne, le cap, de toute façon, à chaque fois d'une nouvelle cotation, enfin, le cap du 6A, le cap du 7A, c'était souvent un point un peu de tension chez les grimpeurs, chez les alpinistes, puisqu'il y avait cette petite problématique. Alors là, on est plus dans la psychologie sociale, c'est-à-dire l'escalade, c'est une communauté. Hein, les grimpeurs, on est une communauté. On a ce besoin donc d'appartenir à cette communauté. Et à un moment donné, annoncer par exemple une nouvelle cotation, quand personne n'ose le faire, c'est prendre le risque d'être critiqué, voire même d'être rejeté par sa communauté. Et que voilà, je t'avais peut-être dit qu'aussi ce phénomène avait pu comment dire, rentrer en ligne de compte dans ce phénomène. Tout à l'heure, tu disais, les autres se sont dit, Dave Ram, il y arrive à faire 8C+, donc nous, on peut faire 9A. Donc ça, c'est un effet aussi plutôt type Bannister. Mais l'effet de se dire aussi, c'est bon, ils sont 3 à l'avoir annoncé, ou 2 à avoir annoncé 9A, ils sont pas morts. Personne ne les a fustigés, ne les a rejetés. Ils n'ont pas été... voilà, donc, allez, j'ose le dire, quoi. J'ose dire que je suis un grimpeur de 9A. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très très bien ce que tu veux dire. Et je crois que pour ce qui est du 9A, non seulement il n'y a pas eu ça, mais il y a eu l'inverse. Je vais m'expliquer. Ouais, très bien. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire, il y a déjà eu ça dans le bloc naturel. Il y a déjà eu ça pour deux cotations avant, pour le 8C. Le 8C, il est arrivé, il est arrivé en l'an 2000. Je pense que le premier 8C, c'est Dreamtime par Fred Nicole en l'an 2000, à confirmer, mais bon, en gros, l'idée, c'est ça. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, pendant 15 ans, grosso modo, il y a eu des 8C, des blocs toujours plus durs, et toujours 8C, parce que personne n'ose annoncer 8C+. Et c'est exactement pour la raison que tu dis, parce que c'était annoncer un 8C+, c'était une responsabilité. C'était... et en fait, qui est-ce qui a fait passer ce cap-là? Il y a eu des 8C plus de 3 qui étaient annoncés, puis rapidement décotés. En plus, ça calme hein, quand il y a les premiers 8C plus des côtés, ça donne encore moins envie d'annoncer un 8C plus. Et c'est Adam Ondra, au début des années 2010, qui a annoncé les 2 premiers 8C plus. L'un des deux, il l'a fait vers chez lui en République tchèque, et l'autre, c'était un 8C qu'il a répété, Gioia, et qu'il a décidé de recoter à 8C+. Et la plupart, en fait, des 8C+, qu'on qualifiera bientôt d'historiques, les premiers, en fait, c'est des 8C qui ont été recotés à 8C+. Et donc, c'est exactement ce que tu racontes là, c'est que il s'est mis à y avoir des 8C, une gamme de difficultés du 8C très large, avec des 8C qu'on pourrait qualifier de faciles et des 8C durs. Et les 8C durs, au bout d'un moment, ça avait tellement plus de sens de continuer à mettre des 8C jusqu'à l'infini qu'on a dit, les 8C les plus durs, on va dire que c'est 8C+, et puis on va repartir là-dessus. Et
plusieurs illustrations de ça. C'est qu'il y a un bloc, un 8C en Suisse, Story of Two Worlds, qui parle spécifiquement de ça. C'était au moment où ils commençaient à faire des 8C de plus en plus durs, où on commençait à plus savoir exactement ce que ça voulait dire un 8C bloc, puisque la gamme était trop large. Dave Graham a libéré un bloc très dur en Suisse, qui était un 8C particulièrement dur, et il voulait remettre l'église au centre du village et dire ben maintenant, les vrais 8C références, ce sera ça. Ce ne sera pas les 8C plus faciles aux premières générations. Et il a appelé ça The Story of Two Worlds. Et les Two Worlds, c'est 2 mondes dans le 8C. Donc, c'est exactement ce que tu dis. L'histoire de 2 mondes. Ouais. Voilà. Et pour l'anecdote, ce bloc a aujourd'hui été plus ou moins décoté parce qu'il y a des nouvelles méthodes avec les genouillères et tout ça qui ont été trouvées. Donc, ce qui devait être la référence d'un 8C dur est devenu probablement un 8B plus dur. Voilà. Donc, en fait, il y a eu ça. Et il y a eu vraiment une décision qu'on pourrait qualifier de, je sais pas, de collégiale, un peu politique même, où c'est les Américains, les meilleurs bloqueurs du monde, ils ont dit, au milieu des années 2010, ils ont dit, bon, maintenant, on arrête, quoi. On passe au 8C+. Et maintenant, ce qu'on disait 8C dur, c'est 8C+. Et donc, il y a quelques 8C qui ont été recotés à 8C+. Living Large, Hypnotised Minds, Gioia, etc. Un en Autriche, j'ai oublié le nom, un de Clem Loscott en Autriche aussi. Enfin, voilà. Et ils se sont dit ça. Et justement, à cause de ce qui s'est passé avec le 8C, ils ont fait très attention à ne pas reproduire cette erreur pour le 9A. Et on va voir qu'il ne sera pas du tout question de recoter des 8C+, à 9A bloc, parce qu'il n'y a pas cette erreur. Que justement, les premiers 9A bloc, peut-être pas Burden of Dreams, qui est un cas un peu à part, mais The Return of the Sleepwalker, Alphan, Soudain Seul, il pouvait y avoir un débat entre 8C+, et 9A, c'était possible. Et là, ils se sont dit, non, on ne va pas déconner, on va le mettre en 9A parce qu'on ne va pas refaire la même erreur à faire des 8C+, une gamme de 8C+, hyper large, quoi. Ces blocs-là ne peuvent pas être du même niveau que les 8C+, faciles, et donc on passe à la suite. Et donc non, c'est plutôt l'inverse par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'au contraire, ils ne voulaient pas, d'un commun accord, ils ne voulaient pas se faire piéger par ça, par la norme sociale ou la peur sociale d'annoncer une nouvelle cotation. Ils se sont dit, ce coup-ci, on ne se fera pas avoir, on y va, quoi. Mais même ça, tu vois, tu vas me dire, ah mais du coup, c'est pour ça qu'on a réussi à passer au 9A. Mais ça explique pas suffisamment, ça suffit pas à expliquer la révolution du 9A. Donc on a le premier 9A dont tu as parlé tout à l'heure, donc qui était considéré comme finalement tellement stratosphérique, entre guillemets, on a presque mis ça de côté. Exactement. On a presque mis ça de côté, et d'autant qu'il n'est pas sur les sites majeurs phares, il est au fin fond de la Finlande, donc c'est pas forcément hyper facile d'aller l'essayer ou évident, même si beaucoup de grimpeurs pro sont allés l'essayer et tout ça, mais c'était un peu chiant, quoi. C'était pas aller en Suisse dans le Tessin ou à Blow ou à Rocklands, ou un endroit où il y avait plein de grimpeurs, plein de blocs et tout ça. Mais finalement, il a pas brisé le plafond. Celui-là, il n'a pas brisé le plafond. Mais c'est après. C'est quand il y a celui de Daniel Woods qui est arrivé, Soudain Seul qui est arrivé, Alphan qui sont arrivés. Il y a eu ces trois-là. Donc, Soudain Seul, le gros investissement mental et psychologique par Simon Lorenzi. Alphan, idem pour Sean. Et le premier des trois, The Return of the Sleepwalker, gros investissement mental, physique, psychologique par Daniel Woods. 3 grimpeurs phares qui réussissent 3 grosses pertes. Et c'est à partir de là où un peu tous les grimpeurs forts se sont dit en fait, moi aussi je peux, et voilà. Ça. Tu peux nous rappeler un petit peu en termes historiques, enfin en termes de période, entre ces 3 grimpeurs là, les 3 blocs finalement qu'ils ont libérés, ça s'est joué sur combien de temps? Ah, ça c'était, j'ai pas les années exactes, mais c'est un peu après 2020. Je pense que, on peut vérifier en direct, mais je pense que le premier des 3, c'est celui de Daniel Woods, et c'est 2021 à mon avis. Je regarde en direct. Comme ça,
Donc tu regardes du coup, voilà, dans tous les cas, ce qui est intéressant, donc c'est que même si ça n'a pas été le Bannister, le premier, l'effet Bannister, il a quand même dû y jouer. Et l'autre, ouais, vas-y. 2021, excusez-moi. Ouais. 2021. Voilà. Ça s'est fait sur un an, quoi, c'est ça? Ouais, ça s'est fait sur un an. Ok. Ça s'est fait. Ouais. Et finalement, donc bon, c'est nos trois Bannister, on va dire, hein, c'est nos trois Bannister de l'escalade qui ont permis derrière, en fait, à voilà, toute la jante des grimpeurs de haut niveau de faire leur 9A. Et il y a un autre effet donc qui est intéressant si on revient à l'escalade, parce que c'est ce qui peut aussi intéresser les gens. Ce que j'aime bien dire avec l'effet Bannister, c'est face à un bloc. Finalement, si vous dites à quelqu'un effectivement qui est moins fort que la personne, un tel l'a réussi. Ouais. Bon, alors ça peut démobiliser la personne, effectivement, hein, ce phénomène. La personne peut dire, ça peut lui mettre la pression, mais il peut aussi se dire, ah, mais s'il a réussi, moi, c'est sûr, je vais y arriver. Et la croyance de c'est sûr, je vais y arriver, en fait, va comme opérer comme un déverrouillage de potentiel. Oui, je voulais faire juste une petite intervention par rapport à ce que je viens de raconter. Là, c'est pas très très clair. Donc je me permets juste d'intervenir au milieu de notre échange avec Lucien. L'idée est simple, en fait, c'est l'effet Bannister. Une des manières dont l'effet Bannister peut se produire en escalade, ou que vous pouvez aussi, entre guillemets, générer volontairement. Donc vous prenez un grimpeur, une grimpeuse qui s'élance dans un bloc, une voie, un passage difficile qu'elle n'a pas encore réussi, et vous lui dites juste avant que la personne commence, attends, ce bloc-là, cette voie, un tel l'a déjà réussi facilement. Et imaginons que cet un tel soit une personne d'un niveau inférieur à votre grimpeur ou à votre grimpeuse. Là, à ce moment-là, vous allez, en quelque sorte, vous pouvez potentiellement utiliser l'effet Bannister puisque la personne va savoir que c'est possible pour elle. Et si elle associe à ce que vous lui dites, donc la pensée, puisque un tel a réussi, je vais y arriver, c'est sûr, alors vous générez donc un effet Bannister positif. Évidemment, si la personne se dit si ça lui met la pression, si elle se dit ah mince, il faut que j'y arrive, alors je dois y arriver, et que ça génère de la pression, bon là c'est différent. Mais très probablement que le fait de savoir qu'une personne d'un niveau inférieur à nous a réussi le bloc que l'on essaye, ou la voie que l'on essaye, qu'on va s'apprêter à essayer, très probablement que ce phénomène aura un effet Bannister et va nous permettre de réaliser finalement notre plein potentiel. C'est étonnant, vous allez voir, Lucien donc donne un exemple encore plus probant, encore plus intéressant, mais finalement quand on s'élance dans quelque chose et avec l'incertitude de la faisabilité de la chose, la plupart du temps on n'est pas à fond, on n'a pas accès à notre plein potentiel. Alors, après, on peut travailler là-dessus. On peut travailler sur décider d'avoir un mindset particulier pour pouvoir justement rester confiant, en ayant tout notre potentiel. Mais voilà, bon bref, je ne vais pas plus loin. Écoutez ce que Lucien a à nous raconter là-dessus. Il y a une expérience pour illustrer ce que tu dis qui est exceptionnelle, qui nous est tous ceux qui font un peu de après-travail, même toi, je suis sûr que ça t'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé des myriades de fois, et chaque fois je me fais avoir, je me dis c'est pas possible quoi. T'es dans une voie, tu cherches les méthodes et t'as pas les méthodes. Et t'essaies des trucs. Tu dis ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça peut-être, ça machin. Et puis à la fin, t'as un type qui connaît les méthodes, ou qui arrive à la falaise, ou qui arrive sur le bloc, qui connaît les méthodes. Il te dit non, la méthode c'est ça. Et toi, en fait, c'est un des trucs que tu as essayé et où tu t'es dit que ça marche pas. Et donc là, tu réessayes avec un peu plus de conviction et ça marche. Et à chaque fois, je me dis, mais comment ça se fait que le premier coup, j'ai cru que ça marchait pas, et après le gars, il m'a dit, c'est ça, j'essaie exactement la même chose, et en fait, ça marche. Et ça m'est arrivé, mais un nombre de fois, mais vraiment par dizaines. En fait, vraiment, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont, chez qui ça va faire écho, quoi. Ce truc de la méthode que tu as essayé, que tu as cru que ça marchait pas, et puis un type te dit non, c'est ça la méthode, et après, pouf, ça marche. Incroyable. Incroyable. Il y a vraiment commence le mindset, on peut dire, l'état d'esprit.
va vraiment opérer comme un frein ou comme Ah ouais. comme Ouais. un déverrouilleur de potentiel. Mais tu vois, pour parler un peu plus des grimpeurs, je voudrais faire une parenthèse sur des grimpeurs de niveau plus humain, on va dire. Les grimpeurs de 6, les grimpeurs de 7. Souvent, donc, quand je grimpe avec des clients ou même des amis ou voilà, des gens qui grimpent dans un niveau bien plus bas que nous, surtout que toi. Je prends beaucoup ton exemple en fait parce que des grimpeurs de haut niveau, il y a qu'avec toi que je grimpe vraiment régulièrement. Il y en a d'autres que je croise de temps en temps, mais pas voilà. Euh, et en fait, je prends ton exemple pour dire que finalement, les gens qui grimpent dans des voies extrêmes, qui partent dans un niveau voilà, 8B, 8C, 9A, quand on les voit à la première montée, en fait, si un novice ou un non-grimpeur ou un novice pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il fait dans cette voie quoi, il est là, il saucissonne, il bouge pas, Ouais. etc. Bon, alors souvent, moi, je dis aux grimpeurs avec qui je suis, qui sont dans le 6 ou dans le 7, que quand nous, on s'élance dans des voies, alors je dis vous parce que moi, je travaille pas beaucoup les voies, hein, je n'ai pas été aussi loin dans le travail de voies extrêmes, mais ça m'arrive quand même d'essayer des voies dures. Euh, Si nous de l'extérieur on vous regarde, on se dit non mais il bouge pas, il va pas y arriver. Et vous vous dites c'est pas du tout ça qu'on se raconte. Nous c'est mais on va trouver la solution, comme on disait, soit on va aller s'entraîner comme Alex Megos, soit on va trouver la solution. Et donc c'est vraiment cet état d'esprit que toi tu as développé naturellement. Mais si tu veux, je tiens à le dire parce que les gens d'un plus bas niveau ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que dès qu'il y a une difficulté, c'est je vais pas y arriver, j'ai pas le niveau, c'est trop dur pour moi. Voilà, Quand ça on fait vraiment de l'après-travail extrême, il y a vraiment, vous avez développé des traits de caractère, des ressources psychologiques très particulières que les gens n'ont pas en fait. Et donc c'est intéressant de vous voir, de se questionner sur votre manière de faire, donc les grimpeurs de haut niveau et surtout ceux qui travaillent des voies dures. Et on peut très bien réutiliser ça, même pour une voie qu'on essaiera qu'une fois, mais quand on tombe dans un 6B, par exemple, se dire, il y a forcément une solution, je vais y arriver, je suis capable, j'ai pas encore réussi là. Et c'est incroyable comme je vois que, en tout cas, ça, c'est un facteur limitant chez les grimpeurs de 6 et de 7. ouais, ouais, ouais. Vous êtes conditionné, vous êtes programmé. Toi, Lucien, je vois bien, quand ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de falaise ensemble, mais voilà, pars dans les voies, même quand tu avais 15 ans, en fait, tu étais déjà comme ça. Et moi, qui en avait 20, 23, 24, j'étais pas programmé comme toi. Ouais. Je te voyais partir, on partait dans les mêmes voies. Et je disais souvent à Émilie, c'est fou, il part. Il dit, bah, au début, même des fois, tu pouvais être moins à l'aise que moi, mais ton état d'esprit fait que paf, t'enchaînais la voie au premier, au deuxième. Et puis moi, des fois, je les ai toujours pas enchaînés, ces voies. Il y en a qu'on a enchaîné ensemble. Tu te souviens Ouais. de Outback à la Loubetière? Ouais, j'y suis retourné d'ailleurs. J'ai Dans essayé ce de la voie? faire. Ouais, il y a C'est pas vrai. longtemps. C'est quoi? C'est plus ou 8A, 8A, je Vita, crois. c'est Hein. Vita. Quel Ouais, bon ouais, ouais. souvenir. Ouais, un truc à doigt, là, hein, un peu Ouais, teigneux à c'était doigt. trop Hein. bien. Avec une inversée, je me souviens. Ouais, je vais y retourner bientôt, là. Je pense que je vais essayer d'y retourner, ouais. Bah, J'y suis il faut retourné, le. j'ai fait une montée pour mettre les dégaines et j'ai essayé d'enchaîner, là, et c'était pas loin. Je suis tombé à la sortie du pas dur Ah ouais. et au Mais premier essai, voilà. n'y passe pas trop de temps. Et c'est le 8B plus à droite. Le Non, non, 8B repos ou un je truc. te dirais ça, ouais. Ouais. Bref, mais, Bon, on digresse, mais on revenons dirait. donc à nos. Mais Voilà, super enfin bref, intéressé. cet état d'esprit, donc du coup, ce que je disais, moi, ce que je préconisais, des fois, je fais référence à des grimpeurs comme ça, dire, mais attends, quand il part dans un 9A, un 9B, la première montée, il bouge dans peu de mouvements et voilà, il garde cet endoctrinement, entre guillemets, cette Alors, doctrine de toute façon, j'y arriverai, quoi. ce qui est important, c'est de se connaître. Parce que ça va pas être vrai. Ce que tu décris, le schéma qui est vrai pour moi, il va pas être vrai pour tout le monde. Du genre, au début, tu arrives, tu bouges pas, et puis tu vas débloquer les situations petit à petit, et à la fin, tu vas te retrouver à réussir. Là où un gars va y arriver hyper bien au début, et puis il va abandonner, parce qu'il réussira pas. C'est pas qu'une histoire de mental, c'est une histoire de profil. Je vais essayer de m'expliquer. Et c'est là où c'est très, très, très important de se connaître en tant que grimpeur. En fait, on a des qualités différentes.
Il y en a, ils ont de la force, il y en a, ils ont des doigts, il y en a, ils ont du biceps, il y en a, ils ont de l'endurance, il y en a, ils réussissent à prendre de la force, il y en a, ils réussissent pas. Il y en a, ils réussissent à prendre de l'endurance en s'entraînant, d'autres, ils réussissent pas. Il y en a, ils ont du mal à avoir les sensations dans un bloc d'emblée, mais ils savent qu'en le pratiquant, ils vont avoir beaucoup d'améliorations en sensations. Il y en a, ils vont arriver, ils vont avoir direct la bonne sensation, ils vont faire directement le mouvement. Et donc, on n'est pas du tout égaux dans nos qualités et on n'est pas du tout égaux dans notre marge de progression quand on arrive dans une voie. C'est pour ça qu'il faut se connaître. C'est que moi, je me connais et je sais que je suis plutôt dans la gamme des grimpeurs qui auront une grosse marge de progression. C'est-à-dire, au début, on ne va pas bien y arriver. On ne va pas avoir des sensations, C'est la théorie pecto-biceps et je sais voilà. plus quoi là, qui m'avait dit un peu. Enfin, C'est bref. ça. On va pas bien y arriver. Il y a pire que moi. Mais un grand exemple de ça, c'est par exemple Seb Bouin, où beaucoup de grimpeurs, ils vont essayer des voies avec Seb Bouin, ils vont croire qu'il bouge aussi bien que lui au début à la première montée. Et en fait, toi, tu crois que tu bouges mieux que lui, ou le gars, il croit qu'il bouge mieux que Seb Bouin au début, mais il a aucune chance de faire la voie. Et Seb Bouin, c'est sûr à 100% qu'il va faire la voie. Et pourquoi? Eh bien, parce que Seb, il a d'autres qualités qui font qu'il a de la marge de progression dans la voie. Qui font qu'il a peut-être un peu moins de force, mais quand il a trouvé la sensation, quand il a trouvé le calage, eh ben, le 8C d'approche de la voie va pas du tout lui enlever ses chances de faire le pas de bloc. Parce que c'est un grimpeur déjà plutôt rési-conti. Hein. C'est un grimpeur rési-conti et c'est un grimpeur qui est pas bon en sensation. Être bon en sensation, ça veut dire trouver le flow dans le mouvement direct. Une sorte de micro-coordination en interne qui fait que tu vas faire le bon rythme et le bon geste d'emblée. Ouais. Adam Ondra, il est exceptionnellement fort pour ça. Il va dans des séquences très compliquées, quasi instantanément. C'est aussi pour ça qu'il est aussi fort flashé à vue. C'est qu'il a le flow, enfin pas le flow, mais il a la bonne grimpe, la grimpe juste, presque naturelle. Et il y en a d'autres, ils auront la grimpe juste, pas naturelle. Et alors, mais c'est de l'adresse, c'est pas de la force, c'est de l'adresse. Je fais juste une parenthèse sur ce que Lucien est en train de dire. Ça fait référence quand même à ce que j'appelle beaucoup grimper pour avoir un bon répertoire gestuel. Et je lis là le livre S'entraîner scientifiquement pour l'escalade. Il parle de cartes motrices. À chaque fois qu'on fait un mouvement ou qu'on le répète, on développe des cartes motrices. Il montre même une image du cerveau avec toutes les connexions qui représentent donc les cartes motrices. Ce que Lucien est en train de parler là, de dire que finalement il y a des grimpeurs qui ont accès à un calage plus facilement. C'est quand même aussi beaucoup lié à, pour moi, au volume au kilomètre de voie qu'on a fait. Mais je ferme la parenthèse parce que après on est tous différents. Effectivement, tu disais que voilà. Mais en tout cas, sachez que, moi, ce que je veux dire, c'est que si on veut faire quand même progresser cet aspect-là, il faut beaucoup grimper. C'est sûr que ça s'entraîne. C'est sûr aussi qu'on n'est pas égaux face à ça. Voilà, et la peur, il en parle aussi d'ailleurs. La peur, si vous avez même un peu peur, la peur bloque ces capacités-là. Il parle de SIM et de Safe in Me, des cartes motrices qui sont associées à ce qu'on appelle Safe in Me. C'est j'ai fait ce mouvement, je me suis senti en sécurité, je vais pouvoir le réutiliser pour reproduire d'autres mouvements. Enfin, je vais un peu vite là. Et le DIM, Danger in Me, c'est une carte motrice qui est liée à le cerveau associe l'exécution du mouvement à du danger. Donc, quand on est dans une voie et qu'on a peur, même un peu peur, même un tout petit peu peur, si vous êtes dans un crux à 2 mètres au-dessus du point, clairement, votre mobilité, votre capacité à être ajustée et coordonnée va être fortement impactée. Bref, je ferme la parenthèse. Complètement d'accord. C'est fou à quel point la peur, même petite, même un peu dans un coin, te ralentit la mise en place de tes cartes motrices pour les mouvements. Ça, c'est absolument vrai. Et moi, quand j'arrive dans une voie dure en après-travail, la plupart du temps, il y a des endroits où j'ai peur parce qu'il y a une chute, je ne sais pas trop si je zippe je vais partir un peu en cacahuète. Si je ne zippe pas cet endroit, qu'est-ce qui va se passer, des choses comme ça. Et donc, il y a une première phase dans la voie, c'est justement d'évacuer la question de la peur et la mise en place des cartes motrices, comme tu dis, elle arrive après. Mais tout ça pour dire que l'après-travail, il nivelle ça, c'est-à-dire que ceux qui ont des cartes motrices qui se mettent en place lentement, à la fin, s'ils sont patients,
et ben ils vont les mettre en place, ces cartes motrices. Et il y en a, ça se met en place très vite, et donc tu vas avoir l'impression qu'ils bougent très bien, très vite, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont plus de chance que celui qui bouge pas bien au début. C'est juste que il faut il faut se connaître. Et suivant les profils de grimpeurs, tu as un mec, tu vas avoir l'impression qu'il a aucune chance, mais en fait, lui, il se connaît, et ceux qui le connaissent, et ils savent que bon, les choses vont se mettre en place. Et par exemple, un pote à moi, Nico Pelorson, très fort grimpeur, c'est un des meilleurs grimpeurs au monde, et ben lui, il a des cartes motrices comme Adam Ondra qui se mettent en place quasi instantanément. Il grimpe quasi à la perfection, quasi directement. Et par contre, souvent, en trip, il a des grosses désillusions. Parce qu'il arrive, le premier jour ou le deuxième jour, il est à 2 doigts d'enchaîner sa voie, et puis après, il ne progresse plus. Vu qu'il grimpe déjà hyper bien, il n'arrive pas à accéder à ces trucs. Et tout le monde croit que si au deuxième jour, tu es là 15 jours, si au deuxième jour, il bouge bien, il va la faire. Mais en fait, pour lui, ça ne veut rien dire. Parfois, il va stagner. Et donc, pour ça que je dis, il ne faut pas se désespérer si tu n'y arrives pas, ou se gonfler si tu y arrives. Et tout ça, c'est surtout une question de se connaître, de savoir à quel point toi, à quel point tu es lent à la détente en termes de carte motrice, pour reprendre ton expression. Alors moi, personnellement, j'ai amélioré ça grâce à pas mal de choses, et pas mal grâce à toi. C'est-à-dire, moi, je pense que je fais partie des grimpeurs qui fait illusion. C'est-à-dire que je peux Je aller dans pense une aussi voie que tu as assez des bonnes, dure. tu grimpes bien très vite. Avec tous mes potes avec qui on a à peu près le même niveau, évidemment, il y a des fluctuations. Voilà. Je suis souvent le premier à faire les pas. Alors, j'ai beaucoup de force dans les doigts, c'est sûr, donc ça m'aide. J'ai pas de limite dans les doigts. Pour l'instant, c'est rare d'être dans une voie. Alors, je vais pas dans des voies très dures non plus. Donc, moi, ce qui me manquait, c'est avoir la rigueur de caler quand même la voie, parce que quand on fait la voie facilement, on utilise en fait sa force, la capacité effectivement à être bien réglé rapidement, mais pas suffisamment quand même pour enchaîner. Faut pas rêver. Et du coup, on va pas forcément caler bien. Donc moi, c'est un peu des discussions que j'ai eues avec toi et d'autres forts grimpeurs. Je me suis dit non, mais il faut quand même que je sois rigoureux. Ce manque de rigueur en fait pêcher, alors que les gens qui ont des mauvaises sensations et qui n'arrivent pas facilement au relais au début vont avoir cette rigueur de se dire il faut que je me cale bien. Et après, moi, c'est mental. C'est beaucoup mental, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu que je me renforce mentalement. Hein, c'est pour ça que d'ailleurs j'en ai fait un peu un domaine de prédilection. Parce que parfois j'étais avec un grimpeur qui était beaucoup plus solide que moi mentalement, un coéquipier plus solide que moi. Et donc malgré le fait que je fasse une meilleure montée que lui se démobilisait pas, restait focus, restait sûr de lui. Et en fait ça payait et il faisait la voie avant moi. Du coup, ça c'est un truc assez intéressant par rapport à ce que tu dis. Oui, et après, moi, ce que j'aime bien, non, pardon, vas-y. ce que j'aime bien voir en fait dans un processus un peu de travail d'une voix, c'est, je dis souvent, la voix a le dessus sur moi. Et il y a le moment où je dis ça y est, j'ai le dessus sur elle. C'est complètement intime comme relation. C'est-à-dire, c'est le moment où vous voyez, vous regardez la voix, tu regardes la voix, et là, tu dis, là, je vais la faire, quoi. Il y a le moment où c'est la voix, c'est un monstre face un géant auquel tu te trouves au pied, et tu te dis, mais elle me fait peur encore, quoi. C'est énorme ce qu'il va me falloir développer pour y arriver. Donc là, je dis, la voix a le dessus sur moi, et finalement, des fois, quelques essais, mais ça peut le fait d'activer c'est moi qui ai le dessus sur elle, alors que j'ai pas enchaîné. Mais il ne reste. J'avais demandé ce truc-là, c'est quelque chose qui se base sur des petits éléments tangibles, ou c'est juste un feeling? Chez moi, c'est un feeling, mais en fait, j'ai appris à accélérer ce moment où, c'est-à-dire que souvent, ça passe par le fait d'arriver à faire plein de sections, de m'arrêter pas beaucoup dans les voies, enfin dans la voie. Mais en fait, j'ai décidé de assez rapidement démystifier la voie, quoi. C'est-à-dire le gros monstre, je fais quelques montées. Avant, ce qui ralentissait, ce qui faisait que j'allais mettre du temps à enchaîner, ça allait être le fait que je continue à maintenir cette voie sur le piédestal, tu vois, un truc impossible. Et dès que je décide de dire non, mais là, en gros, le monstre est aux abois, il reste quelques coups d'épée à donner avant de l'achever. Bon, je fais une image un peu guerrière, hein, mais héroïque, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire, il y a le moment où je commence à me dire là, c'est moi qui ai le dessus sur elle. C'est hyper décisif, quoi. Voilà. Et tant que je me dis pas ça, en fait, je suis bloqué. Je suis bloqué, je vais pas enchaîner. Bref, je fais une petite. Je vois. Ouais. C'est intéressant. Et tu arrives à. Et comment, par exemple,
qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te le dis? Qu'est-ce qui fait que tu passes de une séance, tu te dis non, là le monstre est bien debout et avec mon épée je pourrais rien faire contre lui, à il me reste 3 coups d'épée à lui donner et c'est bon, il se passait des trucs ou Bah, comme je te dis, des fois ça vient tout seul juste parce que je fais un bon essai et je me dis là, ça y est, voilà, des bonnes sensations, un bon essai. Et des fois c'est juste un rappel. Mais là, ça rejoint vraiment ce que tu dis, il faut se connaître. Moi, je suis pas quelqu'un qui a une nature à me dire je suis un winner. En fait, la confiance en moi, je dois tout le temps la travailler en fait. Je dois tout le temps, elle est pas naturelle, elle est pas innée. C'est plus une sorte de switch. Et c'est. Alors moi, je pense que j'ai des trucs un peu équivalents, mais il y en a plus des étapes. C'est-à-dire que il y en a au moins 2. Il y en a une première où, en fait, je sais pas encore. Ça, c'est pour le très dur. Il y en a, il y a un niveau, par exemple, toi, si je vais dans un 9A qui est dans mon style, a priori, je sais que je peux le faire. Voilà. Mais si j'essaie d'un 9B, j'ai jamais fait de 9B, je rêverais d'en faire un, j'en ai jamais fait. Si je commence à essayer un 9B, ben, il y a la plupart des 9B, je pourrais pas. Mes qualités me le permettent pas. J'ai envie de croire qu'il y en a où je pourrais, mais bon, voilà. Et au début du process, eh ben, en fait, je sais pas encore si c'est même sérieux de travailler cette voie. Et donc, au début, j'essaie les mouvements, j'essaie de débloquer ce qui me manque, de regarder les crooks, d'analyser la voix, l'effort, et d'essayer d'aller chercher le sentiment que ça rime à quelque chose de travailler la voix. Et parfois, ce sentiment n'arrive jamais. Par exemple, ça m'est arrivé à Seus dans une voix Rastaman Vibration. J'ai travaillé cette voix pendant 8 séances, à peu près. Voilà, c'était 15 jours, un été, j'ai travaillé ça. Et à la fin, je n'ai pas réussi à aller chercher ce sentiment que ça avait du sens de travailler cette voix, quoi. C'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Et peut-être que j'ai pas assez insisté, j'en sais rien, mais au bout d'une dizaine de séances, je me suis dit, ça rime à rien. Et à l'inverse, il y en a où, au bout de pas mal de séances, je te dis, ok, j'ai fait tous les moves, vu le positionnement des moves et tout ça, et bien là, tu vas chercher cette petite étincelle qui te dit, là, il y a une guerre à mener, quoi. Et ça peut durer longtemps. Et une fois que tu as ce sentiment-là, ça ne veut pas dire que tu vas la faire. Mais ça veut dire que tu mènes ta guerre. Et ensuite, tu vas chercher l'étincelle suivante, qui est, donc tu vas travailler des sections et tout ça. Et l'étincelle suivante, ça va être, ok, demain, si je mets un run, eh ben, j'ai peut-être une chance. Parce que pendant beaucoup de séances, en fait, si tu mets un run, tu n'as aucune chance. Il faut travailler les sections, débloquer, caler les repos, être au clair sur les méthodes, sur les rythmes et tout, sur le niveau physique et tout ça. Et là, tu vas chercher une deuxième étincelle, c'est ce que tu dis, avec le monstre, genre, ah non, mais là, en fait, peut-être prochaine séance, c'est peut-être possible, quoi. Et donc, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis des switches mentaux, de passer d'états. Et ça guide aussi le processus de travail, ça le guide. C'est-à-dire que tant que j'ai pas le switch mental, la dernière étincelle, alors déjà, tant que j'ai pas la première étincelle, qui est ça rime à quelque chose de travailler cette voix, en fait, je la travaille déjà, mais je me projette pas dessus. Dans mon cerveau, quelqu'un va te dire c'est quoi ton projet, je vais pas dire c'est ça mon projet. Je vais dire je réfléchis à me la mettre en projet ou un truc comme ça. Le devis. Le fameux devis. Ça peut être un long devis. Mais le devis, c'est plus vaste que ça. Là, on parle que de niveau. Mais pour moi, le devis, il y a d'autres choses qui doivent entrer en compte. Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'il y a plein d'autres choses? Mais là, on parle vraiment de l'étincelle de la possibilité d'enchaîner un jour la voix. Et donc, c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, une fois que j'ai la première étincelle, je vais toujours pas taper des essais. Je vais essayer de mettre les choses en place, me faire des objectifs intermédiaires et tout ça, pour me dire qu'à un moment, c'est faisable. Et si d'aventure, quand je suis dans cette deuxième phase, je mets des essais, je mets pas un essai pour me dire je vais essayer d'enchaîner, c'est pour voir. Je mets un essai pour voir. Jusqu'où tu vas. Voilà, ou pour me dire qu'il faut pratiquer le début, donc je vais mettre un essai d'entraînement, mais je vais me mettre aucune pression à ce moment-là. Et par contre,
quand je switch en mode dernière étincelle, en fait, maintenant, les essais, c'est pour enchaîner. Parce que là il faut le faire. Et ben là, je switch dans un autre mode encore du après-travail. Mhm. Ça, comment dire, je me sers de ces étincelles qui sont plus ou moins, que je vais plus ou moins chercher, qui sont plus ou moins volontaires. Parce que tu décides pas au moment où, en fait, tu y crois. Hein. C'est dans le process, tu dis, en fait, ah oui, là, il se passe. Tu peux essayer de décider aussi, quand Ben, même. tu peux essayer de le décider, mais bon, si tu essaies à toute force de te dire, là, je la tiens, j'ai une chance, alors qu'en fait, tu n'y es pas, tu vas vite être rappelé à la réalité, quoi. Et des fois, je me trompe. Des fois, je me dis, putain, je la tiens, c'est bon et tout. En fait, j'avais sous-estimé un truc et tout, et je me dis, ah, en fait, non, mais ça te guide dans le process. Et c'est pas juste des trucs qui donnent la confiance. Mais parfois, je pense que c'est un peu l'idée de rêver les étoiles. Au pire, on tombe sur la lune, quoi. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas jusque dans les étoiles, tu vois, ou je sais plus ce que c'est exactement le proverbe, mais et d'ailleurs, ça me renvoie moi à l'idée d'ancrage, hein, ce qu'on appelle un ancrage en préparation mentale dans le domaine du sport en général ou même pas que dans le domaine du sport. Moi, l'ancrage que j'utilise, en fait, c'est lié à une expérience où je pars dans une voie. Un copain me dit, ouais, je vais essayer cette voie. Moi, ça m'intéressait pas trop de faire cette voie, mais bon, je lui monte les dégaines un peu pour lui mâcher le travail puisque c'était son projet. Puis bon, je monte dedans et je la trouve plutôt sympa et j'arrive en haut assez facilement, mais je me méfie parce que voilà, je m'arrête tous les 2 points, etc. Puis bon, lui, il fait une montée, tout ça, il cale. Et puis avant d'aller dans une voie que je travaillais à côté, je me dis, bon, allez, tiens, j'y vais, quoi, pour finir de m'échauffer. J'étais pas vraiment chaud. J'ai dit, j'y vais. Puis je pars, en fait, et puis je fais quelques mètres. Puis je suis bien. Puis au milieu de la voie, après avoir passé le premier crook, je lui dis, concentre-toi, Arnaud, ou un truc comme ça. Je crois que je peux le faire. Je lui ai dit, je crois que je vais la faire. Et finalement, je vais jusqu'en haut et j'enchaîne. À muerte, hein. Bon, bref, mais c'est je crois que je vais le faire, ce mantra-là, avec les sensations que j'ai eues, avec l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est quelque chose que je réutilise maintenant pour justement switcher, pour basculer en mode voilà. Ça a été une expérience assez forte puisque personne ne s'attendait à ce que j'enchaîne et pas moi. Et le fait d'y aller sans pression, peut-être, et puis de me la mettre la pression mais intelligemment dans la voie. Enfin bref. En tout cas, moi, mon switch, je l'utilise pour répondre aussi. Je l'utilise, ou en tout cas, si je suis faible, si je sens que je suis faible, j'utilise donc cette technique d'ancrage qu'on utilise en sophrologie, en hypnose, en PNL. Donc, je réactive, on va dire, une ressource. Je réactive, c'est des choses que je fais avec des gens en stage ou en accompagnement. Donc, je réactive une ressource en me replongeant dans cette expérience. Et moi, je crée un switch à ce niveau-là. Alors, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, quand je me dis je crois que je vais la faire, c'est ce que j'ai dit, je crois, spontanément. Est-ce que c'est le fait d'avoir dit ça qui a généré la réussite, ou est-ce que c'est le fait d'être en réussite qui a généré la sensation de confiance? Oui, les deux un peu, parce qu'il y a la partie d'avant où tu as bien grimpé, tu t'es dit je crois que je vais la faire, et la partie d'après. Voilà, c'est intéressant de voir que c'est un vase communicant et que ça va dans les deux sens, quoi. La sensation crée la certitude et la certitude crée la sensation. Ouais. À l'instinct, j'aurais tendance à dire que c'est quand même piégeux à l'échelle d'un essai, hein, que c'est quand même piégeux de se reposer sur ce genre de choses pour te dire je vais attendre d'avoir ce genre d'état d'esprit ou d'étincelle ou de trucs pour enchaîner dans un run et tout ça. Je pense que c'est toi le spécialiste, mais que c'est quand même plus constructif et utile de travailler sur par exemple un état d'esprit du combat du guerrier, pour reprendre ton truc pour le AVU, où tu vas un peu, quel que soit ton feeling dans le bas, tu vas rester dans un bon état d'esprit de guerrier jusqu'en haut. Même que tu sois bien en bas ou que tu sois mal en bas, tout à fait. Ta conviction, tu y vas jusqu'au bout, quoi. Je pense que quand même, même si ce genre d'effet psychologique, ce genre de surconfiance ou de perte de confiance, ça te fait rater, de surconfiance, ça te fait réussir et tout ça, il a des effets à court terme, il te prend un moment et tout ça.
je suis pas sûr que ce soit hyper pertinent dans une démarche, tu vois, de se dire qu'on va aller chercher ça pour performer. Je pense que c'est plus pertinent de travailler sur une sorte de sérénité, l'état d'esprit du guerrier serein qui va aller au Oui, bien boulot. sûr. Quoi. C'est ça, au boulot. Il faut travailler quand même, il faut pas, c'est clair. Il y a quand même des prérequis. Mais pour en revenir, et peut-être pour finir, parce que je vois l'heure tourner, Lucien, donc à nos 9 ans. Donc finalement, ce que tu disais un peu, c'est que donc c'est en 2020, les trois ascensions ont permis finalement à la fois peut-être Dave Graham a été finalement le Bannister en se disant bon si il arrive à faire 8C+, nous c'est sûr qu'on peut faire 9A. En fait, c'est ce que je reprends dans le podcast, hein, c'est la citation de Mark Twain. Mark Twain, il dit, je crois, ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Mais voilà, ils savaient que c'était possible, alors ils l'ont fait. C'est un peu ça, c'est-à-dire ils se sont dit là mathématiquement lui fait du 8C+, nous on est meilleur, donc on va faire un 9A quoi. Et donc eux ils ont été la deuxième vague Bannister, et après derrière là tout le monde s'est dit c'est bon, on peut en faire, et donc tout le monde a réussi quoi. Ce que je dirais, c'est que là où il y a une différence, comme tu dis, entre ce que tu as décrit de l'effet Bannister et ce qui s'est passé pour le 9A bloc, c'est que on ne peut pas isoler un événement qui a fait le point de bascule. C'est qu'il y a eu une petite période de transition ponctuée de quelques événements qui a permis le passage d'un état de 9A chimère à un état de 9A banal. Pas chimère, mais de 9A mystifié à un état de 9A banalisé. Le deuxième état était assez impensable a priori. Et finalement, il est survenu suite à une petite transition assez courte, ponctuée de plusieurs événements. Voilà, je ne saurais pas analyser en détail, mais voilà. Et donc, c'est une petite différence parce qu'il y a dans un cas, il y a un événement, et dans un autre, il y a des bannistères, en fait. Dans un cas, il y a un bannistère, et dans ce cas-là, il y a des bannistères, mais qu'il y a quand même ce truc, un verrou psychologique collectif qui a sauté en assez peu de temps, exactement comme ce que tu décris pour l'effet Bannister. Et je finirai en disant que j'ai une pensée pour tous les bannistères de l'escalade, parce qu'on en connaît tous, tu vois. Des gens qui vont aller au charbon et faire sauter les verrous psychologiques pour tous les autres. Ouais. Et ils ne le vivent pas forcément bien. Parce que on en connaît plein, mais je pense à par exemple, qui grimpait à Supermanjoc, la falaise de Saint-Antonin quand j'étais jeune, qui m'a mené grimper aussi, Soclin, qui était un pionnier du grimpeur un peu laborieux lambda, qui n'a pas honte de travailler les voies et qui, en apparence, n'aurait pas le niveau 8B, mais qui va faire des 8B, quoi. Et que du coup, tout le monde se dit, moi aussi, je lui mets des buts à la salle, je vais faire des 8B moi aussi, et puis tout le monde se met à faire des 8B, quoi. Et il y a plein de... Le Bannister, comme tu dis, c'est un profil qu'on retrouve en escalade, et c'est un profil qu'on retrouve en escalade et qui va... c'est hyper marrant, quoi, je trouve. Et ils le vivent pas forcément. Des fois, ça les énerve de voir que les gens, ils attendent que le Bannister aille dans la voie pour y aller eux aussi. Ils attendent de voir ils sont identifiés comme tels. Et donc, les gens, ils attendent qu'un Bannister aille dans les voies. Il y arrive pas. Bon, allez, j'y vais. Tu vois, c'est un peu. Et du coup, c'est ça. C'est même pas souvent le meilleur, en fait. Mais par contre, il a une. C'est pas, tu vois, Roger Bannister, il a été battu, son record a été battu très rapidement. Et puis aujourd'hui, on est à 3,43 ou je sais plus. Donc on est très très loin de son record. Mais c'est un côté pionnier, un peu un côté visionnaire, un côté, c'est ça. Tommy Caldwell, finalement, en fait, c'est avec le Donwall. Bon, en plus, il a équipé la voie et tout ça, mais il fallait, quand on voit dans le reportage, on voit bien, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il faut se rendre compte, c'est pour ceux qui ont jamais équipé de voie ou qui ont jamais essayé de voie difficile, il faut quand même avoir des traits de caractère, enfin de personnalité très particuliers quand vous allez dans une phase comme le Donwall ou même une voie d'une longueur, et se dire c'est faisable, je vais y aller. Il a passé beaucoup de temps tout seul, quoi. En fait, il fallait qu'il s'auto-motive, qu'il s'auto-rassure dans la. Voilà. Alors après, évidemment, Ondra est plus fort que Tommy Caldwell, mais Ondra a aussi bénéficié de l'effet Bannister pour réaliser le Donwall en un temps record. Et il est plus fort, il n'y a pas de problème. Mais
il y a aussi le fait de se dire que le mec, avant, il a fallu voir la ligne, se dire c'est possible, alors que tout le monde disait dans le downwall, mais personne ne peut grimper cette face. Donc ouais, il y a plein de banisters, effectivement, et à tous les niveaux, et peut-être au sein de vos petits groupes de grimpeurs, de communautés. Et voilà. C'est sûr. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des banisters qui le vivent mal, de se sentir observé comme ça. Mais je pense qu'il faut que c'est quand même une source de fierté avant tout. C'est des gens inspirants. Les banisters, ils peuvent être quand même assez fiers, quoi. C'est ça. On va finir en fait en rendant hommage aux banisters, à ces sportifs, ces grimpeurs de l'ombre. Finalement, c'est vrai qu'ils sont pas forcément. Oui ou non, quand même pas vraiment de l'ombre, non, mais c'est grimpeurs qui vont au charbon pour tous les autres en fait quelque part. Ouais. Ouais. Ok. Yes. Et merci François. Ouais, merci Lucien. C'était encore. On a un peu digressé. J'espère que, en tout cas, nos digressions permettront à certains auditeurs d'apprendre des choses ou simplement de valider aussi certaines choses qu'ils vivent ou qu'ils ressentent. C'était chouette de discuter encore une fois avec toi. C'est notre première en s'enregistrant, donc c'est pas si facile. On est capable de discuter de manière très spontanée autour d'une table ou près d'un feu ou au pied d'une falaise, mais voilà, là c'était le premier enregistrement, mais merci, c'était vraiment chouette. Avec plaisir. Bon, à plus, à bientôt.